Non, la charia que vous venez de déposer. Le projet de loi vise principalement les lois étrangères et garantit que la Constitution américaine et celle de la Floride prévalent toujours. Nous acceptons l'immigration légale, mais souhaitons aussi l'assimilation. Et vous n'êtes pas ici pour venir dans notre pays afin de changer nos croyances et nos principes fondateurs, mais pour vous assimiler, devenir américain et faire partie de notre pays. Et si vous ne voulez pas faire cela, alors il y a probablement d'autres endroits qui vous conviendraient mieux. De retour dans Standpoint avec moi, Gabe Grossman. Nous sommes en direct à la conférence de la Coalition juive républicaine à Las Vegas avec toute cette installation sophistiquée. Pour ceux qui regardent, à ma gauche est assise mon amie Hillary Castle, députée de Floride. Nous allons évoquer son changement. Elle était démocrate. Nous faisons tous des erreurs. J'étais pareil. J'ai changé de parti à 19 ans. D'accord. Non, je suis désolé. À 21 ans, je suis devenu indépendant. Puis à 25, 26 ans, quelqu'un peut vérifier. Je suis passé républicain. J'ai 20 ans de plus que toi, mais elle a changé et fait sensation. Nous allons évoquer certains projets de loi qu'elle a présentés cette année. Loi anti-charia. Elle élargit également le statut anti-boycott, des investissements et sanctions anti-boycott, des investissements et sanctions dans lequel j'ai été très impliqué lors de son adoption initiale. Je suis donc très heureux d'avoir Hillary ici. C'est super d'être ici. C'était improvisé, mais je ne peux pas refuser cet homme. Me voilà. Yes, il faut que ça, avec les auditeurs, sachant que c'était pas prévu. C'était quand je t'ai vu entrer, j'ai décidé qu'on devait faire cette interview. On voulait le faire en Floride du Sud, mais pourquoi pas maintenant? Parfait. Quel meilleur endroit pour le faire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, tout d'abord, nous sommes ici au Rassemblement des jeunes chrétiens. C'est ta première fois à la conférence du Rassemblement des jeunes chrétiens. Parle-nous-en. Quel a été l'impact pour toi? Tu sais, c'est toujours tellement génial, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Parfois, on peut se sentir tellement séparé du reste du monde. Pouvoir simplement être ici avec des personnes partageant les mêmes idées et issues de la même communauté, en sachant que nous avons traversé les mêmes épreuves et que nous vivons les mêmes choses. En fin de journée, il faut garder espoir et croire en des jours meilleurs. C'est agréable d'être entouré de personnes partageant les mêmes idées, toutes engagées à soutenir les causes juives. Oui, c'est incroyable. Parfois, pour ceux d'entre nous qui sont impliqués en politique à travers le pays, on a l'impression de naviguer dans un champ rempli de mines. Parfois, on arrive et soudain, on se retrouve dans un endroit comme ici. C'est ce que je ressens à Beau Harbor, où je vis, dans le sud de la Floride. En voyage, on ne retrouve pas toujours cela, mais ici, oui, c'est très agréable. Allons-y. Tu as fait la une des journaux à la fin de l'année dernière, je crois que c'était en décembre dernier. Tu es un représentant démocrate de l'État du comté de Broward, qui est le seul comté bleu restant dans l'État de Floride. Tu as sûrement fait quelque chose qui n'était pas approprié. Tes consultants politiques n'étaient sans doute pas emballés. De toute façon, ce ne sont plus mes consultants. Tu rejoins d'abord le Parti républicain. Pourquoi? Que s'est-il passé? Donc, je veux dire, ça a commencé quelque temps avant. Après le 7 octobre, nous étions sur le parquet de la Chambre et mon cher ami maintenant, le député Finn, a déposé une résolution pro-Israël moins de 30 jours après le début de la guerre, après le 7 octobre. Et une collègue démocrate a déposé une résolution sur la Palestine occupée, une résolution pro-Palestine que la direction n'a pas pu empêcher, ce qui m'a montré clairement la voie que suivait la direction du Parti démocrate. Ce genre de rhétorique, parler d'apartheid et de génocide, vous savez, il soutenait cela. Évidemment, je soutiens Israël. Et quand j'ai eu l'occasion de débattre, j'ai débattu avec ma collègue démocrate. Et après ce débat, j'ai été isolée au sein du Parti démocrate. On m'a dit que j'aurais dû m'asseoir et rester silencieuse. Femme de foi juive, mère d'un fils juif, représentante de la communauté juive, il était crucial que mes électeurs se sentent entendus. Mais il était aussi important pour moi de parler pour moi-même et pour ma famille. Et qu'on me dise de la part de mon parti de m'asseoir, de me taire. Et cela a continué pendant un certain temps après cela. Et quand vous faites partie d'un parti que vous pensez être ouvert et accueillant et que soudain, c'est votre problème et que votre problème n'en est pas un pour eux, c'était censé être un moment de solidarité où je me disais, c'est notre tour, ils vont me soutenir. Et c'était exactement le contraire. Cela m'a ouvert les yeux sur ma position. Et ça m'a donné l'occasion de jeter un coup d'œil autour de moi à toutes les autres questions que le Parti démocrate soutenait pour faire le point avec moi-même, me demander, est-ce là où je veux être? C'est un peu comme ton histoire. Je viens d'une famille républicaine, ma mère était élue et j'ai grandi dans un foyer conservateur.
Donc, mes parents, pendant quelques années, et j'ai été inscrite comme républicaine plus longtemps que je n'ai jamais été démocrate. Quand je suis devenue démocrate, mes parents étaient perplexes. Alors, je leur dis, vous savez, je n'étais pas une enfant rebelle, qui sont très contents de m'avoir à la maison dans le Parti républicain. Intéressant que tu dises qu'ils t'ont mise sur une île. Tu sais, j'ai de nombreux amis démocrates qui se disputent souvent avec moi. Eh bien, ce n'est vraiment que la frange qui a ses positions. Mais tu dis que c'est le parti lui-même, quand tu as défendu ta propre communauté, la communauté juive. Ils t'ont mis dans une case et ils t'ont dit non, je veux dire, c'était vraiment le véritable Parti démocrate de Floride. Oui, je veux dire, non seulement ils m'ont mise dans une case, ils m'ont dit que j'aurais dû m'asseoir et rester silencieuse. Comment ai-je pu provoquer de la violence entre démocrates avec une collègue? Ma réponse a été, je n'ai pas déposé cette horrible résolution. Comment oses-tu me dire de m'asseoir, de me taire et de ne pas défendre ma communauté? Jamais je n'aurais dit ça à une collègue. Mais c'était aussi quelque chose qui, après cette expérience, a toujours été utilisé contre moi. Un autre sujet déposé par une collègue républicaine sur lequel j'avais travaillé toute la session m'intéressait aussi. J'avais utilisé certains termes qui ont déplu au Parti démocrate et on m'a dit que je ne devais pas en débattre parce que j'étais déjà sur la sellette à cause d'Israël et c'était un thème récurrent. Pendant tout le reste du temps, être resté démocrate et isolé montrait clairement mon éloignement du parti. On me voyait différemment de temps en temps. Chaque fois que j'essayais d'obtenir un certain succès ou de faire quelque chose qui ne leur plaisait pas, on ramenait toujours ça à Israël. On me rappelait que j'étais sur la sellette. Parfois, il faut défendre ses principes, surtout dans un comté démocrate. Et la réélection ne va pas être facile, mais je n'ai pas fait ça pour être réélue ou pour avoir un titre. Je veux servir ma communauté et défendre cette question était la meilleure chose pour elle et pour moi. Et s'ils choisissent d'envoyer quelqu'un d'autre à Tallahassee, c'est leur choix. Je ne voulais plus garder une lettre à côté de mon nom qui ne me correspondait pas, ce n'était pas authentique. Cela ne représentait pas les valeurs que je défendais juste pour pouvoir gagner une réélection. Donc oui, ma carrière politique. La plupart des gens pensent que quand on fait ça, l'avenir semble plus prometteur, mais le mien va être un peu plus difficile. Mais ça me va vraiment parce que j'ai fait ce qui était juste pour moi. Selon moi, ce ne sera pas plus difficile, mais plutôt l'inverse. Parce que tu es apparu comme authentique, c'était presque comme si tu avais fait une erreur ou que ce n'était pas la fête que tu pensais. Nos auditeurs se rappellent sans doute avoir reçu Jason Pizzo il y a quelques mois. L'un des chefs du Parti démocrate a quitté le parti. Il n'est pas devenu républicain, il est allé au mouvement populaire de l'Azawad et je doute qu'il se présente au poste de gouverneur. Il cherchait une façon de se présenter au poste de gouverneur sans passer par la voie démocrate, donc voilà. Regarde dans cette conférence les personnes qui ne sont pas là, qui ont de la famille à laquelle je pense en ce moment. Aussi des amis disent que je ne parle jamais de l'extrême droite éveillée, ce qui est faux. J'en parle de l'extrême droite éveillée, mais peut-être que je n'en parle pas assez et je pense que je vais faire un épisode spécifique juste sur ce sujet bientôt. Et on l'a beaucoup entendu. Dans cette conférence, presque tous les intervenants ont parlé de l'antisémitisme. À droite, c'est encore marginal, mais ça grandit vite hors de la politique électorale, sauf quelques exceptions. Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene. Mais dans le milieu des podcasts, dans les cercles de réflexion, ça se développe très rapidement. Et dans l'État de Floride, et là on parle vraiment de la législature, est-ce qu'on voit l'émergence de la droite woke là-bas ou pas? Vraiment? La Floride est-elle encore protégée de ça? Je pense que la Floride reste à l'abri de cela. Elle s'est imposée comme un État très accueillant pour la communauté juive, faisant tout pour que nous nous sentions en sécurité, bienvenus et protégés. Et nous avons eu tellement de succès sous le gouverneur DeSantis. Il a tellement soutenu la communauté et veillé à ce que nous soyons tournés vers l'avenir en adoptant des lois qui nous protègent de nos élèves, de nos enfants à l'école jusqu'à nos campus universitaires et les adultes qui veulent simplement élever librement leur famille dans un État pro-Israël, pro-juif. Donc, j'ai de la chance de ne pas avoir vécu cette expérience en Floride. Mes collègues Maï me soutiennent beaucoup. Plusieurs ont déjà signé. Nous en avons discuté. J'ai déposé une interdiction de la loi Charia dans l'État de Floride. Beaucoup de mes collègues et le caucus républicain se sont déjà engagés comme coparrains de cette législation, donc j'ai vraiment de la chance. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rester vigilants. Au contraire, nous le devons. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des voix qui pourraient avoir le pouvoir de retourner contre nous des personnes qui sont actuellement nos alliés. Donc, je pense qu'il est vraiment important que le Parti républicain ne fasse pas ce que le Parti démocrate a fait, c'est-à-dire permettre à ces voix de continuer. Il doit y avoir, vous savez, une réponse ferme à cela en le condamnant et en ne l'approuvant pas.
Ne dis pas que ce n'est qu'une ou deux personnes, car ça devient vite 5, 10, puis 50. Et nous, si en tant que communauté, devons nous unir, vous savez, nous rassembler pour faire en sorte que ces voix soient réduites au silence, qu'elles sachent que ce n'est pas approprié et qu'elles ne seront pas soutenues. Nous devons arrêter de regarder leurs podcasts. Nous devons arrêter de leur donner les vues et les évaluations qu'ils recherchent. C'est le seul moyen pour qu'ils comprennent que ce message n'est pas accepté aux États-Unis. Oui, je m'en souviens, je suis content de l'entendre. C'est aussi mon expérience à Tallahassee. Cependant, les membres des conseils du parti nous ont causé des problèmes dans plusieurs villes de Floride. Mais la bonne nouvelle là-dedans, enfin, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand ça a été révélé, le parti a réagi rapidement, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est là que le Parti démocrate a échoué. Le Parti démocrate a laissé cette voix devenir de plus en plus forte. Je pense que les républicains savent mieux dire que ce n'est pas accepté ici, qu'ils ne le tolèrent pas et y mettent fin. Je pense que c'est pourquoi tant de gens quittent le Parti démocrate, car ils n'ont pas fait taire ces voix marginales. Nous devons, en tant que républicains, reconnaître cet échec chez les démocrates et éviter qu'ils ne nous touchent. Où les partis échouent-ils? Quand ils se retournent les uns contre les autres, quand ils s'entre-déchirent, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous assurer que nous sommes unis et que ces voix-là sachent qu'elles n'ont pas leur place dans ce parti. Donc, pas de charia. Pas de loi de la charia. C'est un projet de loi que vous venez de déposer. La session commence en janvier, si je ne me trompe pas. Oui, mais ce sont les semaines de commission, comme ils les appellent, quand les gens commencent à déposer des projets de loi. Pour ceux qui ne savent pas, parlez-moi du projet de loi. Qu'est-ce que c'est? Que fait-il? Pourquoi l'avez-vous déposé? Oui, donc le projet de loi se concentre vraiment sur les lois étrangères et sur le fait de garantir que la Constitution des États-Unis et celle de la Floride restent toujours suprêmes. Nous savons qu'il y a un afflux de lois étrangères qui peuvent intervenir dans des contrats individuels, le droit de la famille, les achats immobiliers. Nous voulons affirmer que toute loi, comme la charia ou des lois étrangères opposées aux États-Unis et à l'intention des pères fondateurs, n'est pas acceptable. Quant au type de pays que l'on attendait que ce soit, ces types de lois étrangères ne seront pas acceptés, ne seront pas applicables dans l'État de Floride. Même aux contrats privés entre parties? Les parties pourront aussi conclure des contrats privés entre elles. Mais dans la mesure où ce contrat est remis en question, ce que le projet de loi fera, c'est qu'il annulera certaines parties du contrat. Cela exigeait des tribunaux américains d'appliquer une loi étrangère ou la charia dans un litige. Alors réfléchissons au fait qu'il y a, avec la loi juive, la loi talmudique, des différentes surgissent dans la communauté religieuse. Certains ajoutent d'aller simplement un accord d'arbitrage privé. Toi, tu es avocat pour ça, n'est-ce pas? Tu indiques ça, quelle loi tu veux appliquer, et parfois cela va même jusqu'aux tribunaux juifs. Tu peux ensuite le confirmer comme un arbitrage devant un tribunal. Tu dis que le contrat serait invalide devant l'État. Donc tout cela sera autorisé. Là où cela pose problème et où ce serait nul, c'est si la terminologie de ce contrat empiète sur les droits protégés par la Constitution de quelqu'un, que ce soit l'égalité de protection, la procédure régulière ou un droit constitutionnel auquel nous tenons aux États-Unis. Mais si c'est un contrat sur la dissolution de biens ou l'héritage, cela sera autorisé, cela sera permis selon la loi actuelle. Vous pourriez toujours conclure un contrat, vous pourriez toujours passer par ce processus d'arbitrage, passer par les tribunaux juifs, passer par les tribunaux juifs. Cependant, s'il y a une clause du contrat qui viole vos droits protégés par la Constitution, c'est là que ce projet de loi n'autoriserait pas l'application de cette loi étrangère. Qu'en est-il du premier amendement? Vous avez le droit de conclure un contrat, n'est-ce pas? Donc, si vous avez ce droit, vous avez le droit de conclure un contrat, en acceptant d'être régi par certaines lois. Il est interdit de retirer à quelqu'un ses droits constitutionnels aux États-Unis et de demander aux tribunaux de valider cette violation. D'accord. Que c'est intéressant. Très bien, je veux consulter le projet de loi. Je veux consulter le projet de loi et voir où il va aboutir. As-tu vu son opposition à ce sujet? Elle vient de CARE, pas du Canada. Ça vient entièrement de ces groupes et je suis ravie de rencontrer chacun d'entre eux parce que je veux que vous m'expliquiez pourquoi la charia, si vous pensez qu'elle n'est pas appliquée, ce que j'entends beaucoup de l'autre côté, eh bien, la charia n'existe pas. Vous légiférez sur quelque chose qui n'existe pas. C'est une stratégie démocrate? C'est une stratégie démocrate, mais nous savons que c'est ici et nous savons que la charia est présente dans le pays et qu'elle est appliquée. Je ne me laisse pas avoir, mais il faut écouter leur point de vue et se dire que si ce n'est pas un problème, cette loi devrait être acceptable.
Si vous respectez la Constitution des États-Unis, protégez votre communauté et suivez nos lois, cette loi n'a aucune importance. Et nous faisons simplement quelque chose pour être proactifs. Mais ce n'est généralement pas la réponse que nous recevons. Mais je rencontre toute mon opposition dans le but de mieux comprendre leur point de vue. Mais vous savez, nous pouvons regarder vers l'Europe, nous pouvons regarder vers d'autres endroits aux États-Unis, nous pouvons regarder vers le Canada. Et nous savons qu'ici, en Amérique, nous accueillons la migration légale, mais nous voulons aussi l'assimilation. Et vous n'êtes pas ici pour venir dans notre pays afin de changer nos croyances et nos principes fondateurs, mais pour vous assimiler, devenir américain et faire partie de notre pays. Si vous ne voulez pas faire cela, d'autres endroits pourraient mieux vous convenir. Ces auditions vont être très amusantes. Elles vont être amusantes. J'ai hâte d'y être. L'avocate avec 20 ans d'expérience en moi adore un bon débat. La chaîne de Floride, qui est une autre chaîne qui diffuse cela, c'est comme, comment ça s'appelle, CNBC. Donc, quelle chaîne diffuse les audiences fédérales? Vous pouvez aller en ligne et regarder CSPAN, c'est comme le CSPAN de Floride. Ma mère regarde tout le temps. Je pense que c'est la seule spectatrice. Peut-être elle et des gens dans les hôpitaux. Parle-moi de l'expansion anti-boycott, des investissements et sanctions. Pour ceux qui ignorent, je suis impatient. Fier d'avoir fait adopter la première ordonnance municipale anti-boycott, des investissements et sanctions du pays, puis d'avoir participé à son adoption dans l'État de Floride. Ça a été modifié, ce qui est incroyable parce que, en plus, des poursuites ont été engagées et il faut ajuster les choses au fur et à mesure. En Floride, nous étions déjà sur des bases calées solides en Arizona. Ils ont eu quelques défis liés à des particuliers contre des entreprises et des choses de ce genre. Parle-moi de l'expansion que tu poursuis. Oui, donc nous étions vraiment prêtes pour certains de ces défis. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable qui a relevé ces défis partout dans le pays. Donc, on savait un peu à quoi s'attendre et on s'est préparé en conséquence. Le plus beau, c'est que ma loi a été adoptée et signée par la gouverneure en Floride. Nous avons élargi notre législation anti-boycott des investissements et sanctions, notamment dans les universités. Après le 7 octobre, l'antisémitisme a clairement augmenté sur les campus universitaires. Nous voulions que ce soit très clair. Les universités en Floride allaient être un espace sûr pour les étudiants juifs, qu'ils allaient pouvoir aller en cours et se sentir en sécurité. Mais aussi que nos collèges et universités sachent que nous avons notre mot à dire sur l'utilisation de l'argent public. Et si vous allez empêcher, disons, des professeurs de Tel Aviv de venir et de participer à un programme ou toute tentative de boycotter la venue d'étudiants d'Israël, vous perdriez votre financement public et si vous souteniez ou collaboriez avec d'autres pays qui avaient désinvesti ou boycotté Israël, nous pourrions vous retirer les fonds publics. Donc, il s'agit simplement de s'assurer que les collèges et universités de l'État de Floride comprennent que cet État soutient Israël, soutient notre communauté juive et souhaite poursuivre ce partenariat incroyable que nous partageons avec Israël. Nous ne laisserons pas nos campus devenir un terrain pour l'antisémitisme. Si vous persistez, nous retirerons nos fonds publics de chez vous. Nous nous sommes aussi concentrés sur l'art, la culture et les subventions artistiques en Floride. Nous constatons souvent que des personnes reçoivent de l'argent de l'État et utilisent ces fonds pour diffuser des informations antisémites. Nous avons donc dit, si vous demandez une subvention pour l'art et la culture en Floride, dans le cas où vous utiliseriez cet argent pour diffuser des informations antisémites, non seulement nous récupérerons et reprendrons cet argent, mais vous serez également empêché de recevoir toute subvention artistique de l'État de Floride pendant une période de 10 ans. Nous voulons vraiment simplement protéger ces espaces qui sont utilisés pour diffuser du contenu antisémite. Donc, un monde incroyable. Et dans les arts, je crois que l'an dernier ou avant, on a vu quelque chose de similaire adopté pour la diversité, équité et inclusion et l'environnement social et gouvernance. Et j'ai parlé à l'un de ces groupes qui restera anonyme. Ils m'ont demandé conseil, pensant de ce que j'allais accepter de les aider comme moyennant paiement en allant convaincre les gens. Ils ont dit non, il suffit de mal faire ces choses. Tu n'as pas de ticket pour laver le cerveau des gens et l'État n'a pas à te payer pour ça, n'est-ce pas? C'est l'État Currents qui choisit l'utilisation de son argent dans ce programme. Ils n'étaient pas très contents de mes conseils, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Alors, merci pour ce que tu fais. Le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions revient en force cette année, même si certains ne s'en rendent pas compte. La majorité des membres du boycott, désinvestissement et sanctions ont rejoint des emplois environnement, social et gouvernance. Les directeurs diversité de ces entreprises y investissent massivement. En creusant sur les entreprises adoptant des positions anti-israéliennes, on retrouve souvent des dirigeants du boycott, des investissements et sanctions présents.
Le problème, c'est que l'environnement social et gouvernance est mort, non? Donc maintenant, ils reviennent tous. Désolé, vas-y. Eh bien, ce que j'allais dire, c'est qu'en ce moment, on voit ça à Miami. Une tribune a récemment été publiée, je ne sais plus si c'était pour Miami ou Miami Beach, demandant leur désengagement des obligations israéliennes. Cela m'a interpellée car on m'a suggéré d'écrire une tribune en réponse car cela contredit la législation que nous avons adoptée. Je veux dire, je ne pense pas que les gens réalisent la relation économique entre Israël et la Floride en particulier. La quantité d'échanges entre notre État et l'État d'Israël, le nombre d'emplois, le nombre d'Israéliens qui ont déménagé en Floride et créé des entreprises. Donc, l'impact économique pour l'État de Floride à lui seul serait préjudiciable si nous permettions à quiconque dans l'État, en particulier aux villes ou aux comtés ou à qui que ce soit, de se désengager d'Israël. Car cela paraît politiquement correct, non? Et donc, actuellement, en ce moment, il y a un conflit avec la mère Cava et son fils s'exprime publiquement en disant que vous devriez désinvestir cet argent. Heureusement, la législation adoptée l'empêche. Oui, quelle histoire horrible. Je connais la mère. Voir son fils l'attaquer publiquement à ce sujet. Sur un sujet important pour elle, malgré nos opinions politiques différentes, je sais que cela compte pour elle. J'étais aussi avec elle en Israël. Mais je pense que si on prend du recul, cela raconte en quelque sorte l'histoire d'une certaine génération que nous voyons. Cette génération est perdue, ce qui nous permet d'y aller et d'être des leaders. Je t'ai vu quand je t'ai tiré ici. Tu étais entouré d'étudiants universitaires et tu les inspirais avec tes paroles et tu essayais de leur donner un peu de direction et d'espoir, ce que j'ai trouvé incroyable. Merci beaucoup, Hilary Cassel, d'être ici et de t'asseoir avec moi. En un clin d'œil, on a fait un épisode entier en improvisant sans préparation. Ne le dis à personne. Mais on a pu aborder des sujets incroyables. Et je veux juste dire, les gens disent toujours qu'il n'y a pas de bonnes personnes en politique. Peu veulent se présenter aujourd'hui, mais heureusement, il y a des personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. N'oubliez pas d'aimer, suivre, vous abonner et soutenir nos podcasts. À la prochaine.